qu'est-ce que LPC, pour faire un petit mot sur LPC? C'est une conférence annuelle sur le PCI qui a lieu à Paris. Et depuis quelques mois, il y a maintenant des meet-ups qui se développent dans toutes les villes de France, toutes les grandes villes de France, pour encourager la communauté produit à se retrouver et à discuter autour de plein de sujets qui touchent de près ou de loin le produit. Donc avec Xavier, on organise les meet-ups de Lille. Voilà. Voilà, c'est LPC là qui paye juste la petite appli game que vous avez ou la Hoogaden. Et Link Value, Constance, tu représentes Link Value ce soir? Tu veux dire un petit mot, tu veux dire bonjour? Oui, bonjour, c'est Constance, je pense qui a encore échangé. Link Value, c'est une agence de conseil en réalisation IT, on fait du développement web, du développement mobile, on fait de la data science aussi. À Lyon, on est une petite équipe, on est 11 personnes, on est implanté à Paris et à Lyon, et Link Value au global, ça a 5 ans. Et on a le plaisir aujourd'hui de vous accueillir. On organise régulièrement des meet-ups à peu près 2 fois par mois sur des sujets tech ou des sujets globaux en rapport avec la tech. Merci d'être là ce soir. Merci. Alors, tu aimes bien me dire, vous pouvez tweeter avec le hashtag, je le connais jamais. LPCXLib. Pas top, superbe, si vous voulez remonter dedans et être retweeté par le compte LPC. Ce soir, on accueille deux invités d'honneur. On va commencer par Maxime, un collègue avec qui je travaille chez Noroto. Moi j'aime bien le dire, il a un doctorat en UX, c'est assez rare quand même. Mais non, c'est faux. C'est faux? Mince, j'arrête pas de bon, c'est faux. J'ai commencé la thèse et puis j'ai arrêté, donc je l'ai pas. Il a pas, mais il a fait tout ce qu'il fallait faire pour. Non, on sort pas. Et en plus de ça, enfin moi j'aime, enfin c'est bien parce que t'as eu quand même une sacrée tutrice de stage. Ouais, s'il y en a qui connaissent Karine Lallemand peut-être. Qui a fait le bouquin UX, 50 outils UX. Ouais. Et donc, Maxime, ce qu'il va vous présenter ce soir, c'est plutôt sympa, c'est un peu sur la questiologie, sur les formulaires. Enfin, moi, il me l'a fait vivre et j'ai fait waouh, ça a sa place ici. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, on va apprendre des choses avec Max ce soir. Et dans un deuxième temps, donc on va partir pour une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. Une vingtaine de minutes, ça sera sous forme participative et à la fin il y aura 10-15 minutes de questions-réponses pour Max. Ensuite il y aura un petit break de 10 minutes pour recharger les batteries, ok, côté hydromel au fond. Et on enchaînera avec Teddy qui est un ami de longue date parce qu'on a fait le DUT ensemble, c'était marrant. C'était informatique, génie électrotechnique, ça c'était pour le baccalauréat. Et Teddy qui maintenant il est lead UX chez Teammate, qui est une agence dont on aura le plaisir de parler, et qui a essayé le sprint design by Google, et il va en dire, tu l'as aussi revisité je pense, mais ouais. Ça sera un retour d'expérience. Exactement. Et j'ai trouvé ça super cool quand j'en avais parlé avec Teddy. Donc ce soir on a une bonne cuvée axée UX autour du produit. Un mot? Eh bien, si on est content, c'est parti. Allez. Petit micro, c'est ça? Ouais, donc comme Xavier l'a dit, ça va être participatif, donc je compte sur vous. Hein. On va échanger en fait tout au long du... Enfin, vous allez d'abord bosser un petit peu tout seul. Une dizaine de minutes, enfin tout seul ou en groupe, hein, je pense par groupe de 4, quelque chose comme ça. Même si vous connaissez personne, essayez de vous forcer à vous mettre avec des gens. Et on va essayer de distribuer ça tranquillement. Je vais bien que tu distribues du coup avec vous. Donc ça va être participatif, donc l'idée c'est que là en fait on va bosser sur des questions. Des questions qu'on pose soit en entretien, soit en questionnaire. Est-ce qu'il y en a déjà à main levée à peu près qui ont déjà eu l'occasion de faire des entretiens ou des questionnaires à destination des utilisateurs finaux? Par groupe, ouais, deux. Ouais, j'attends.
Non, pas des stylos. Si, si. De feuilles, non. En fait, s'il n'y a plus de feuilles, c'est de se mettre en groupe aussi, hein, ça va pouvoir le faire à plusieurs. On fait à deux. Donc là, c'est bon, on attaque direct. Ouais, si vous voulez. Je vais expliquer 2 minutes, mais. En fait, ouais, idéalement c'était une feuille par groupe, mais c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas de feuilles, vous pouvez vous les partager et travailler en groupe. On n'entend pas? Ceux qui n'ont pas de feuilles, vous pouvez vous les partager pour bosser en groupe en fait, à 3 ou 4, sur une seule feuille. Ouais. Tout le monde a un crayon, ouais. Tout le monde a une feuille. Ouais. Il n'y a pas des feuilles en gros, c'est bon? Ouais. Je pense que ah mais en fait la presse elle est sur mon écran. Ouais, sur mon écran, je juste l'écran. J'ai la GoPro qui enregistre. D'accord. Donc le micro c'est pour les pour la personnes. salle. Oui, oui, pour la salle. Pas de soucis. Ah ouais, Tu sais si on peut éteindre toutes les 2 lumières dehors? Non, on peut pas. Non mais c'est pas grave. La lumière, on m'a pris la lumière qui est ici en fait. Ouais. Non mais il n'y a pas de souci. Non, non, c'est bon, on s'en fiche. Tout le monde a une feuille, tout le monde a un groupe, tout le monde a un stylo. Enfin tout le monde. on a un stylo, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tout le monde a compris l'exercice du coup? Il y a des choses comme ça là, des questions, avec des modalités de réponse. Il faut qu'il parle moins. En fait, ça je crie dans le micro, ça je... Ah ouais. Là tu m'entends mieux ou... Non. Là? Ouais, entre deux sirènes, ok. Donc vous avez des questions, est-ce que vous y voyez un petit peu ou rien du tout? Oui. Moyen? Ok, je vais essayer d'expliquer au maximum alors. Donc moi ce qui m'intéresse c'est pas de connaître votre âge, hein, pas particulièrement, c'est plutôt de savoir en fait comment on va écrire cette question, parce qu'en fait elle contient un problème. Et chacune des questions que vous avez, donc c'est recto verso, chacune des questions que vous avez contient un problème. Ça peut être un problème de forme, un problème de plus de fond. Et l'idée ça va être d'essayer de réécrire la question d'une bonne manière, parce que trouver le problème en général ça va, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui cloche, par contre c'est au moment de réécrire où c'est plus compliqué. Donc essayez vraiment de faire cet effort là et ce sera plus bénéfique après pour la suite, quoi. Ok? Donc là on se prend un peu moins de 10 minutes pour faire ça et on regarde ensemble après. Du coup on va s'arrêter là. Ceux qui n'ont pas lu toutes les questions, juste lisez rapidement les autres questions, juste histoire de les avoir lues peut-être une fois. Et on va regarder ensemble les réponses. Jack, qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement à chaud? Des commentaires? C'était facile? C'était difficile? C'était flou? Une ou deux compliquées, ok. D'autres commentaires? Facile, difficile? Pas si facile que ça? Ok. Bon, mais on va regarder ensemble et l'idée c'est... bon, en vrai, j'ai pas les vraies réponses, il n'y a pas de vraies réponses, une bonne question, ça n'existe pas vraiment, ça dépend de ce qu'on cherche à faire avec. Donc, j'ai des propositions de réponses et vous êtes libre, je vous encourage même à les critiquer. Hein, donc, l'idée c'est qu'on échange ensemble, posez-moi des questions en live, en direct sur qu'est-ce qui va pas dans la question, et puis moi j'avais compris autre chose, et puis dans mon groupe on pensait autre chose, etc. etc. Ok? Ok, c'est parti. Première question, quel est votre âge? Quel est le problème?
Les tranches Ouais, ouais, enfin. les tranches sont pas équilibrées. Ouais, d'accord. Ouais, peut-être comme ça. Ouais, Les tranches sont pas équilibrées. ouais, d'accord. C'est-à-dire? Puis déjà, c'est 2 ans, et puis c'est. D'accord, donc problème d'équilibre. Bah, après, on demande quel est votre âge et finalement on nous présente des tranches d'âge. Aussi, Ça ouais. va pas. Ouais, juste c'est pas clair. Ok. Peu importe. Le sens de lecture des tranches d'âge, c'est de haut en bas. Ouais, ça c'est un peu relou. Ok. Ouais. Tu peux avoir un champ pour pouvoir rentrer la donnée derrière, mais il manque en dessous du temps, parce que ça va faire présent. Alors un champ pour retraiter la donnée, tu veux bien préciser ou... Si je donne mon âge, Ouais. etc., que demain je peux faire des stats sur les réponses, j'ai envie de faire des tranches qui sont différentes de ça, donc avoir la donnée brute. Alors oui, je dirais oui et non, juste parce que les tranches... En fait, ça c'est traitable statistiquement, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'erreur. Si toi tu laisses un champ libre, là par contre, les gens ils peuvent écrire en chiffres, en lettres, en ce qu'ils veulent. Et là, statistiquement, si tu as 4000 répondants, tu n'as pas envie de faire à la main la traduction des. Pardon? Oui, ça dépend. Ouais. Mais les erreurs arrivent plus facilement si c'est du champ complètement libre, même sur ordi, quoi. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Ouais. Si t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans, Ben ouais. Pour moi, le plus gros, c'est celui-là. C'est qu'à 30 ans, ben, on peut se mettre ici, on peut se mettre là. À 40 ans, on peut se mettre ici, on peut se mettre là. Donc les catégories sont juste exclusives. Donc ça, c'est un bug complet. Hein. Enfin, c'est sûrement complètement involontaire, mais ça arrive. Il faut toujours faire gaffe. Même les questions simples d'âge, faut quand même faire gaffe. Quoi. Revérifier un petit peu, refaire pré-tester le questionnaire, etc. Aussi par rapport au premier commentaire sur les catégories d'âge sont pas équivalentes, c'est-à-dire le premier c'est 18-20, ouais effectivement. Moi l'autre problème que je trouve dedans c'est que c'est des catégories qui signifient pas grand-chose finalement. Entre 20 et 30 ans il y a plus d'écart que les catégories que je propose à droite. Est-ce que non c'est lisible pas trop? Ouais un peu au fond, ouais. Ok, donc ça c'est des catégories 18-24, 25-34 par exemple. C'est des catégories qui sont beaucoup plus sensées en termes dans la recherche en sciences humaines et sociales parce que c'est des gens qui se ressemblent le plus entre 25 et 34, entre 35 et 49, entre 50 et 64. Ça correspond plus à un type de personnes, on va dire. Enfin, globalement, c'est des gens qui ont plus se ressembler que les gens 20-30. Donc c'est des trucs qui ont été établis et du coup, il vaut mieux demander ces catégories-là parce que ça vous fera que dans votre échantillon, votre population, elle sera un peu plus homogène. Au final, un 20-30 qui bascule un peu entre deux catégories de population. Vous voyez l'idée? Ok, cool. Celle-là, utilisez-vous Facebook tous les jours? Ouais. Ouais. D'accord. C'est-à-dire? C'est du checkbox. Ouais, mais ça, tu connais. Ouais, ça, effectivement, c'est le petit piège sur la forme, surtout qu'en plus, c'est un piège qui n'est pas particulièrement plus sensé que ça, c'est juste à l'usage. En fait, les checkbox, on évite pour des choses. Là, il vaudrait mieux mettre des boutons radio, des boutons ronds, parce que à l'usage, en fait, c'est ça qui est plus usité quand on a un seul choix de réponse possible. Mais ça, c'est un peu le piège sur la forme, effectivement. Bien vu. Au-delà de ça, c'est aussi très peu informatif. Hein. Oui, non, bon. Peut-être avoir une histoire de fréquence, c'est peut-être plus intéressant. Troisième. À quelle fréquence vérifiez-vous votre profil? Problème d'échelle. Trop vague. Problème d'échelle? Oui, on peut situer. Ouais, on ne sait pas situer, subjectif, relatif. C'est ça. Ouais. Globalement, c'est ça. C'est ce que j'ai repris. Il y a quand même. Ça pourrait être intéressant, pourquoi? Elle pourrait être juste dans quel objectif de recherche, imaginons, ça pourrait être une question intéressante. Ils n'auraient pas la même notion de souvent, parce que là, ça va être une fois par semaine et. Effectivement, ouais. Vu que c'est subjectif, on pourrait très bien s'intéresser à ce que la personne ressent subjectivement sur son utilisation à elle,
Par exemple, dans les cas d'addiction ou des choses comme ça, bah, peut-être qu'une personne penserait qu'elle n'a pas un comportement addict alors qu'elle regarde toutes les 2 minutes, enfin je ne sais quoi. Donc là, ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de questions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie bonne question ou de vraie mauvaise question, hein. Ça dépend de ce qu'on veut chercher derrière. 4e. Ok, t'as checké juste à T'es bon, c'est super. Ok, merci. Est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous utilisez le plus pour communiquer avec vos amis? Au portage téléphone. Ouais. 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 Complètement. Ouais. D'ordonner. Ouais. On aura beaucoup plus d'infos. On pourrait carrément avoir du coup les choses préférées, en plus de savoir quel est le moyen de communication. On pourrait les ordonner, faire des stats un peu plus poussées en demandant les ordonnées comme ça, ouais. Effectivement. Aussi, ça rejoint le premier commentaire, un des premiers commentaires, un champ libre sur un questionnaire. On va le faire, mais il faut savoir que derrière, s'il y a 200 personnes qui répondent, bon, ça va être hyper relou à traiter. Donc, si possible, quand on a un set de réponses possibles qui est assez court, autant proposer une liste, quoi. Et pas laisser le champ libre trop libre. Et ouais, principalement, la bonne remarque, c'est effectivement le téléphone, soit on le met pas, soit on met d'autres moyens, mais pas juste un moyen comme ça. On va trop indiquer la personne sur un mode de réponse particulier. Ça va trop influencer en fait ses pensera. Êtes-vous satisfait de l'utilisabilité de Facebook? Le même constat sur la checkbox. Ouais. C'est un jeu déjà, mais sinon il aurait fallu une échelle quand même. Une échelle? Ouais, complètement. C'était la même remarque? Un mot super abordable, on n'est pas dessus. Ouais, exactement. Ouais. Ici, c'est ça le plus gros problème. Il y avait aussi le problème de, effectivement, oui, non, c'est très fermé comme chose. L'utilisabilité, c'est un terme, c'est nous ce qui nous intéresse. On veut savoir est-ce que notre produit il est utilisable ou est-ce qu'il ne l'est pas. Mais par contre, c'est pas comme ça qu'on va aller le demander aux gens. On va pas attaquer le concept frontalement. Ça a un concept, on l'a défini, on sait que théoriquement, l'utilisabilité, ça renvoie à des critères particuliers, la facilité à le prendre en main, le temps qu'on met à le prendre en main, est-ce que c'est facile de revenir en arrière sur certains trucs, enfin, c'est tout un tas de choses, en fait, l'utilisabilité. C'est plutôt ça qu'on va demander aux gens. Est-ce qu'ils trouvent que c'est facile à prendre en main, par exemple? Pour eux, ça leur parlera plus que l'utilisabilité, évidemment. C'est ça le gros point, tu vois. Ouais. Tu peux avoir une opinion des pairs, ouais. Et ça c'est l'impair pour avoir. Ouais, je trouve que c'est une super question. Tout le monde a entendu la question? Ouais. Alors effectivement, ça dépend du parti pris. Moi, mon parti pris, c'est d'aller plutôt dans la validité de la réponse, donc d'avoir quelque chose qui correspond le mieux à la réalité, et tant pis si la réalité est neutre en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est mon parti pris à moi. Si on veut pousser effectivement des résultats un peu plus tranchés, on va pas laisser la possibilité de répondre neutre, on va forcer les gens à choisir une option, mais cognitivement, les gens ils ont des biais qui font que bon, ils n'ont pas le choix, ils vont commencer à réfléchir pour se trouver des moyens de se dire plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Et en fait, c'est une donnée qui est moins valide à la fin, quoi. Donc c'est le choix de la validité versus je sais pas quoi dire dans mon questionnaire parce qu'au final tout est neutre. Aussi là, c'est juste pour l'exemple de réponse, mais en réalité des échelles à 3 points comme ça. Il vaut mieux éviter. Le mieux c'est 7. Si vous n'avez pas la place, 5. Et 3 c'est vraiment quand il n'y a pas la place, quoi. Statistiquement, ça se vérifie, etc. Il y a toute une littérature sur la question. Ouais. Donc ça c'était pour la partie questionnaire. Pour la partie entretien, et on va chercher d'autres choses. Donc là les questions libres, les choix libres, c'est pas gênant spécialement. Première question, la plupart des gens trouvent que Facebook est un réseau social très utile. Et vous?
qu'il y a un problème dans cette question. Oriente un peu plus trop, du coup. Je suggère que c'est très utile, en fait. Ouais. D'abord, la vie globale, quoi. Alors comment on demanderait ça par exemple? Que pensez-vous du réseau social Facebook? D'accord. Donc, ouais, effectivement, on pourrait demander que pensez-vous. J'ai pas proposé ça comme réponse, j'ai quand même proposé certaines personnes trouvent que c'est un réseau social très utile et d'autres non. Ah oui, voilà. En fait, pour moi, l'avantage que ça a sur l'autre réponse qui est juste que pensez-vous, Oui. c'est juste qu'on garde cette notion d'utilité Oui. si c'est ça qui nous intéresse. Si c'est pas ça qui nous intéresse, effectivement. Pensez-vous qu'il est facile d'utiliser Facebook? Globalement, c'est comme... En fait, en entretien, ce qu'on va chercher à faire, à l'inverse du questionnaire, c'est vraiment faire développer la personne le maximum possible. Notre seule matière, c'est sa parole. Donc on va essayer de lui empêcher de répondre par des oui ou par des non. C'est ce qu'on appelle des questions dichotomiques. Donc si on peut répondre par oui ou par non à votre question, globalement, elle peut être mieux retravaillée pour avoir un peu plus de matière derrière. Ok? Même si c'est léger, c'est toujours ça, ça permet d'embrayer ensuite, etc., etc. Donc globalement, les questions fermées, on va essayer d'éviter en entretien. À quel point êtes-vous heureux lorsque vous obtenez un like? Les gens sont heureux quand ils ont un like, alors ça peut dépendre du post aussi. Sentiment, comment c'est. Ouais. Il y en a qui voient d'autres choses ou? Ouais. Donc si on était forcément heureux, effectivement, avec un like. Effectivement. C'est ça. Très orienté. Pensez-vous qu'il est irresponsable et dangereux de publier des photos d'enfants sans leur consentement? Elle est subtile celle-là. Ouais. C'est orienté. Ouais. Orienté, ok. Il y a un autre problème que j'ai voulu relever sur celui-là. Je crois que c'est sur celui-là. Non. Ouais. Ouais. On avait posé cette question-là à quelqu'un chez Noroto, et il avait dit bah non, moi je poste des photos d'enfants, mais mes enfants à moi, donc non, moi je me sens pas irresponsable. Je vois pas la question, donc ça dépend aussi du qui tu la poses. Enfin, Ouais. c'est la question morale. Ouais, c'est ça. Le jugement moral, c'est sûr. C'est pour un groupe de famille, c'était sur Facebook, mais ils avaient fait un groupe de famille. En train d'orienter la question sur un jugement moral, en fait, on est de son côté aussi. Voilà. Pourquoi ce serait. Ouais. Alors là, c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient ne pas être d'accord avec le fait que c'est irresponsable, etc. Mais sur des sujets encore moins partagés, on va dire, c'est-à-dire sur lesquels tout le monde est unanime sur le fait que ça ne se fait pas, même dans ces cas-là, il ne faut pas être dans le jugement moral. Hein. Et, en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire parler la personne, c'est pas de lui faire coïncider à nos idées préconçues. Donc, on va essayer d'être le plus neutre et le plus empathique possible à chaque moment de l'interaction. Donc, même si elle nous dit des choses un petit peu avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, on n'est pas toujours d'accord avec les gens qu'on interroge, justement. On va essayer d'être le plus pas sympa, hein, mais juste dans l'empathie. Ouais, il s'était senti agressé même un petit peu. De quoi? Là, il s'était senti un peu agressé. Ouais. Non. Discussion marrante. Après, ça partit dans un débat, il aurait pu y avoir du point Gaulle. Enfin, c'est parti loin, donc il y a eu un débat derrière. C'est ça, ouais. Sur la dernière, qu'en est-il de la définition d'interface? La notion d'interface, définition de l'interface. En fait, c'est pas clair. Ah oui. La question n'est pas claire. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire quoi la définition? C'est le nombre de pixels dans l'écran? Ouais. C'est bien. On ne sait pas en fait. Bon, alors on ne sait pas à quoi c'est dû, et il y a aussi autre chose pour moi qui. Donc, c'est comme tout à l'heure, hein, la reprise d'un terme technique qui nous intéresse, que les gens pensent de la définition d'interface. Ok. Les gens ils parlent pas spécialement comme ça déjà. Et l'autre point que je voulais aborder, c'était quand on va faire des entretiens comme ça, là, du coup, si on pose cette question, on va avoir des réponses sur cette question.
paraît basique, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, quand vous allez traiter vos résultats, vous aurez fait une vingtaine, une trentaine, une centaine d'entretiens, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire beaucoup d'entretiens. Et vous allez avoir forcément des avis sur cette question, sur la question de la définition de l'interface. Hein. Donc vous allez vous dire, il y en a telle population qui pense que c'est intéressant, telle population qui pense que c'est pas suffisant, etc., etc. La réalité, c'est qu'en fait, c'est vous qui avez donné la question de la définition dans l'entretien, et que si vous ne l'aviez pas demandé aux 100 personnes, peut-être que personne vous en aurait parlé. Donc vous, dans vos conclusions, là, vous pourriez dire, globalement, c'est plutôt satisfaisant, les gens sont satisfaits de la résolution, alors qu'en fait, peut-être que les gens, ils s'en foutent, si vous leur demandez, ils vont vous dire, ok, pourquoi pas. En fait, peut-être c'est quelque chose qui vient jamais à leur esprit tout seul. Donc il faut aussi faire attention aux questions qu'on pose, parce que derrière, on va avoir des résultats qui seront complètement différents, même s'ils ne sont pas faux. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens ont menti exprès pour je sais pas. C'est juste qu'en fait, on aura des résultats non valides, quoi. Les gens ne veulent pas parler de ça, c'est pas ça qui les intéresse, c'est pas dans les premières valeurs qui comptent pour eux, c'est pas la définition de l'interface, quoi. Et si vous le demandez, vous aurez des réponses dessus, donc vous ferez monter artificiellement ça comme quelque chose d'important, alors que ça ne l'est pas. C'est un truc... Voilà. Et du coup, voilà, je pense que vous en êtes bien sortis, ça va, pas trop, super, ouais. Tout juste. Sophie, tout juste. Ouais. Merci Maxime. Ah, de rien. On peut avoir 5 minutes de questions si vous avez des questions pour Maxime sur le. J'ai rarement vu quelqu'un aussi expert sur le questionnaire, sur la question. Ou même sur son métier ou quoi que ce soit. On les fait beaucoup. Quand on fait des questionnaires comme ça, c'est quoi le nombre idéal de questions? Que ce soit pas trop long. En entretien ou en questionnaire? En questionnaire. En questionnaire, globalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est si on veut mesurer quelque chose de précis, par exemple, je parlais tout à l'heure d'utilisabilité, ça parle à peu près à tout le monde. Ouais. Si on veut mesurer l'utilisabilité d'un produit, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un questionnaire qui est déjà validé scientifiquement, donc qui existe, hein, qui a été traité par la communauté scientifique, et on sait qu'il mesure l'utilisabilité de telle et telle manière en regardant ce critère-là, etc. Donc là, je vais prendre la longueur de leur questionnaire à eux. En plus, ils sont sympas, les scientifiques, ils en font souvent des cours. Donc par exemple, la TrackDiff, vous voyez la TrackDiff? Pas du tout. Bon, c'est bref, c'est un questionnaire standardisé qui mesure l'utilisabilité d'un produit. Les gens y répondent sur une échelle, et vous pouvez savoir après qu'est-ce qu'ils pensent de l'aspect pragmatique de l'outil, de l'aspect utilisable, de l'aspect même hédonique, est-ce que l'outil est sympa à utiliser, etc. Ça, c'est standardisé. Donc là, dans ce cas-là, je ne me pose pas la question, je reprends ce qui a été validé, quoi. Donc ça peut être 10, 30 questions. Comme ça. En entretien, c'est différent. Par rapport aux résultats d'un questionnaire, les résultats que tu as beaucoup arrivé dans le cas, derrière, j'étais un peu la façon d'exploiter. Ouais. On parle très rapidement dans le truc, mais on n'aura pas trop le temps de le voir. Globalement, il y a... Enfin oui, il y a un commentaire. Sur les difficultés à traiter les résultats de l'entretien. Et il y a plusieurs choses. Et il y a déjà que quand on a une approche un peu carrée de l'entretien, c'est-à-dire on y va avec un guide d'entretien et des questions préétablies, on sait ce qu'on va mesurer. Donc là, on gagne déjà, en créant un guide d'entretien, on gagne du temps sur plus tard, on sait ce qu'on cherche à savoir et on a déjà en tête nos catégories, on est prêt à les traiter, on sait les questions qu'on avait, etc., etc. Donc il y a la préparation en amont qui aide à traiter finalement plus tard les résultats. On peut aussi traiter statistiquement des résultats d'entretien. On peut, si on a réécrit par exemple ce qu'on a enregistré en audio, on peut le réécrire et on peut très bien faire des fréquences de mots par exemple. À quel point ce mot-là ressort le plus fréquemment. Il y a aussi des dictionnaires de mots positifs ou négatifs. Donc on peut comparer tous nos verbatims à ces questionnaires-là et voir à quel point notre discours est positif, notre discours est négatif. Il y a ce genre de trucs-là, mais ça c'est vraiment c'est un peu quand il y a pas mal de matériel, quoi. Quand il y a moins de matériel, globalement on va faire des personas, quoi. Les personas, tout le monde en parle un petit peu, machin. En réalité, les personas, à la base, ça vient plutôt de comment je fais pour exprimer mes résultats de recherche et d'entretien surtout, qui sont des résultats très riches en fait.
je sais pas vraiment quantifier, qui sont durs à quantifier, qui sont durs à expliquer. Et du coup, c'est à partir de ça qu'on va se dire, bon, bah, en fait, je vais prendre les gens qui disent la même chose, je vais les rassembler ensemble, et bah, sur cette dimension-là, il y a ces gens-là qui réagissent comme ça. Et en fait, là, je suis en train de créer mon persona. Le persona, à la base, c'est pas un truc, on fait pas des personas parce qu'on veut faire des personas, on fait des personas pour expliquer la recherche fondamentale qu'on a fait, les entretiens qu'on a fait, on veut les expliquer aux gens, quoi. Donc en fait, c'est pour exprimer pour expliquer vraiment votre phase de recherche primaire. Donc en fait, les personas, c'est une des réponses à qu'est-ce que je fais avec mes données qualitatives. Je les trie ensemble en domaine, les gens qui disent la même chose, et puis... On ne l'a pas dit, mais puis du script Python aussi, il va très loin dans dans le traitement, ouais. Ouais, t'es un fou. Obligé. Obligé. Mais quand on n'est pas, en fait, effectivement, quand on a beaucoup de mal à traiter qualitativement ce qui se dit, on est obligé, enfin, qualitativement, si on veut traiter les informations, on est obligé de les interpréter, en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, donc j'essaie de rester assez loin de ça. Et ce matériel riche, je vais le découper, je vais le rationaliser, je vais en faire des petits morceaux, et puis je vais essayer de les compter. Alors, compter le positif, compter le négatif, compter ce mot-là, compter celui-là. Tu réécoutes? Ouais. Quand je les ai, ouais. Et si je les ai pas, mon guide d'entretien, il m'aide quand même à savoir ce qui a été dit à peu près, et puis je vais être capable quand même de découper. Il y a tant de gens qui ont parlé de ça, il y a tant de gens qui ont parlé de ça. Même si j'ai pas les verbatims exacts, bon, j'ai quelque chose, quoi. Mais tout ça, c'est dans la préparation aussi. Ouais. 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 Et ben voilà les tendances qui se passent sur Une fois qu'il y a la donnée brute, hein, donc le texte qui est retranscrit, si vous avez déjà vu des mots-clés, des nuages de mots, bah en fait ça c'est de l'analyse en fait, hein, c'est de l'analyse qualitative de ce qui est dit dans un document. Ouais, alors c'est pas ultra performant, ça dépend de la source, etc. Enfin, ça a été traité, moi j'utilise pas spécifiquement ça. Bah, sur Mac il y a Dragon par exemple. Sur Mac il y a Dragon par exemple. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à partager, du coup moi je suis pas spécifique. Une ultime question, s'il y en a une. Eh bien merci beaucoup. C'est parti avec Teddy pour le sprint design. Messieurs, dames, bonjour. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de sprint design. Je pense que vous connaissez pas mal la méthodologie. Je vais vous en faire une petite review de mon expérience. Je me présente en 2 mots. Moi c'est Teddy Lecaillon, Monsieur Lecaillon plus exactement. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis un designer UX UI. Je travaille chez Teammate, c'est une agence web mobile avec qui crée des innovations pour des startups et des grands comptes. Et donc, dans le cadre de ma mission, j'ai été amené à tester, à mettre en place la méthodologie Sprint qui a été élaborée à la base donc, chez Google Venture avec ce bouquin par Jake Knapp. Et est-ce que tout le monde connaît ce livre? Il y en a qui ne connaissent pas du tout. Il y en a qui ne connaissent pas. Donc en gros, Sprint, c'est une méthodologie en 5 jours. Donc 5 jours complets et qui permet de créer rapidement une innovation en se basant sur des outils UX pour permettre de prototyper très rapidement un produit, que ce soit numérique ou un produit, en tout cas un produit innovant. En fait, il est découpé en 5 étapes et nous, on les a renommées ces étapes et on les a réadaptées pour notre format. Donc les 5 étapes, c'est comprendre, diverger, converger, prototyper, tester.
Et donc je vais vous guider, il n'y a qu'à suivre les panneaux, je vais vous guider sur la manière dont nous, on a appréhendé le sprint design par Google et en le réadaptant pour le format d'agence que moi, en tout cas, je représente. Donc la grosse problématique à la base, c'est le temps. 5 jours, 5 ateliers consécutifs du lundi au vendredi. C'est une contrainte qui est bien trop lourde pour les clients, mais aussi pour nous. Donc, que ce soit nous en agence pour mobiliser des ressources et pour le vendre à nos clients, à des startups qui n'ont pas forcément les moyens de mettre énormément d'argent dans la phase uniquement de conception, eh bien nous on a visité et on a essayé de rendre la chose plus flexible. Et donc, on a découpé ça plutôt en 5 ateliers de demi-journée. Donc, on a divisé le temps de mobilisation pour notre client par 2. Et donc, on va faire nos 5 ateliers qui ne vont pas forcément s'enchaîner consécutivement de jour en jour, mais en tout cas, on va faire 5 ateliers de 0,5 jours, en gros. Il y avait un autre aspect aussi qui était problématique dans la méthodologie originale. Ce sont la partie maquettage. Moi là, je vais vous parler beaucoup plus de produits numériques parce que du coup, comme je vous l'ai dit, moi je travaille en agence et on crée des applications web, mobile, etc. Et donc je vais vous parler beaucoup d'outils qu'on a mis en place pour créer des innovations donc, numériques, mais toute la méthodologie que je vais vous expliquer là peut très bien s'adapter pour du produit, du digital, tout ce que vous voulez, une innovation en tout cas, qui concerne des grands comptes ou des startups, etc. La première étape, donc comprendre en 0,5 jours, qu'est-ce que l'on va faire avec notre client. Eh bien déjà, on a piqué un Canva d'un autre bouquin que j'espère que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite largement à aller l'acheter, le lire, le décortiquer. C'est le bouquin Lean Startup. C'est super intéressant. Et en fait, on a piqué le Lean Business Model Canva qui va nous permettre de construire et d'avoir le fil rouge, le fil conducteur eh bien, de l'innovation de notre client. Et on va le faire avec lui. Après avoir rempli le Lean Business Model Canva, on va réaliser les macros étapes. Et de là, s'ensuit derrière un travail de notre côté, et pas avec le client forcément, mais en tout cas, on va pouvoir élaborer dans le cadre d'innovations complexes et assez grosses, potentiellement des expériences map, des customer journey, etc., etc. Tout ça, ça vous parle? Oui, très bien, parfait. Donc pour illustrer ça, on a réécrit le Canva, donc le Lean Business Model Canva, on ne voit pas beaucoup, mince, dommage. En attendant, je vous invite à aller regarder le Lean Business Model Canva, mais le plus important, c'est top. Le plus important, c'est la case du milieu avec l'Unique Value Proposition. Une fois qu'on a dessiné l'ensemble du Lean Business Model Canva, on va se focaliser sur cette proposition de valeur unique qui va être la représentation en quelques lignes de notre concept, de l'application ou de l'innovation, en tout cas du produit dans son ensemble. Et on va se tenir à cette phrase pour la suite de tous les autres ateliers qui vont suivre. Le deuxième atelier, diverger. Cette fois-ci, on va utiliser potentiellement, majoritairement en tout cas, 2 outils. Le premier, c'est les user stories, écrire des user stories, ne pas se mettre de barrières, ne pas prendre en considération des problématiques budgétaires, financières, des problématiques de temps également. On rêve le plus possible et on vient élaborer, en tout cas prendre les idées de chacun, le plus d'idées possible, en tout cas même les plus folles. Parce que des fois, dans des idées qui paraissent complexes pour des personnes, en réalité, la mise en place avec l'outil technologique ou pas, en tout cas leur mise en place peut ne pas être compliquée. Donc on peut prendre même des fois une moitié d'idées pour la concrétiser et en faire une feature qui va être une killer feature derrière. Et récemment, j'ai utilisé donc les feuilles tournantes. Il faudra que je lui marquette un petit nom quand même, ce serait plus sympa. En tout cas, c'est pour éviter la problématique de faire des post-it, donc avec le timer de 3 minutes, une user story par personne, etc. On va les mettre plutôt en groupe, minimum donc 2 évidemment, maximum 4 personnes.
Et en fait, on va les faire travailler ensemble pour élaborer les user stories, comme l'outil numéro 3. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça sur un paperboard, et le paperboard, lui, va représenter la macro-étape, les macro-étapes qu'on a identifiées dans l'étape précédente. Et donc ces macro-étapes-là, les gens vont commencer à mettre des idées, et ils vont d'eux-mêmes éliminer les doublons, parce que les idées auront déjà été écrites par d'autres avant, en faisant tourner la feuille tournante comme ça, entre les groupes. L'idée, à chaque fois dans les ateliers, c'est d'utiliser la philosophie de Sprint, le côté rationnel, le côté créativité, mais tout en essayant de gagner le maximum de temps. Et donc en fait, en faisant les feuilles tournantes, on priorise naturellement et on évite les doublons et on fait gagner énormément de temps. Et donc tout ce qu'on a besoin, c'est les gens et leurs post-it, tout simplement. À la troisième étape, converger, et bien là, on va faire du Zen voting. Donc on va reprendre les idées qui ont été écrites dans l'étape précédente, et puis là, on va donner aux utilisateurs, aux participants des ateliers, un nombre de gommettes défini. Et les gens vont voter individuellement, dans le silence, c'est pour ça qu'on l'appelle le Zen Voting, dans le silence, ils vont voter sur les user stories qui leur plaisent le plus, qui leur sont pour elles indispensables. Et cette fois-ci, avec la représentation des gommettes, on vient réimpliquer les problématiques de base qu'ont toute entreprise, le temps et le côté budgétaire. Parce que là, on remet les pieds sur terre, on arrête de rêver, et on va réellement sélectionner des fonctionnalités qui sont essentielles à la réalisation de l'innovation. Et donc pour ça, on va leur donner la responsabilité à nos participants, donc nos clients, de prioriser ce qu'ils vont vouloir développer en premier. Donc dans la plupart des cas, les user stories, pour ma part en tout cas, ce sont beaucoup de user stories qui représentent des fonctionnalités numériques, donc pour des applis. Mais ça peut être également des flows et quelque chose de physique. Par exemple, on avait la création donc dans une grosse boîte il n'y a pas très longtemps, donc c'est chez Rocket, on avait la réalisation potentielle d'une box. Et donc ça, pour la box, tout est physique en tout cas, il y aura sûrement un parcours numérique, mais pour ça, en fait, ils veulent en tout cas une fonctionnalité de création de box à envoyer mensuellement ou trimestriellement à leurs clients. Et ensuite, on a réalisé un autre outil, et cette fois-ci, c'est un outil un peu fait maison. On l'a appelé User Stories Input Output. C'est un canevas, en fait, on l'a créé de toutes pièces. C'est pour comprendre et spécifier les fonctionnalités, les user stories qui ont été priorisées, et en tout cas, qui ont fait le plus de votes lors du Zen Voting. Donc ça se représente avec tout simplement, donc là c'est le Zen Voting, ça se représente comme ça. Une fois qu'on a récupéré les fonctionnalités les plus importantes, de toute façon c'était flouté les user stories, mais en attendant on vient noter le nombre de personnes qui ont voté pour la user story et on les met dans les cases indispensables, intéressants, plus tard ou par un autre moyen. Et on priorise comme ça ce qu'on va développer en premier. Une fois qu'on a la liste de nos indispensables, on va les passer dans un autre canevas. Bon là on voit rien du tout. Et l'idée, je vais vous le montrer parce que là ce sera beaucoup plus clair, c'est de réécrire la user story à l'intérieur, au milieu. Et là par exemple, j'ai fait un exemple. En tant que speaker, je souhaite accéder aux informations de l'événement afin de ne pas arriver en retard et ne pas passer pour un con. Quel est l'objectif de l'utilisateur? Et c'est la case qui est à côté. L'objectif de l'utilisateur, c'est de gagner du temps et de trouver les informations facilement. Moi, je veux gagner du temps, je veux trouver l'info facilement pour arriver ici devant vous ce soir. Quel est l'objectif business? En tout cas, pour l'application qui gère, et en l'occurrence c'est Meetup, c'est de faciliter la vie des speakers, augmenter la rétention sur l'application, augmenter la notoriété, l'image de marque. Voilà, ça pourrait être d'autres objectifs. En tout cas, c'est élaboré avec le client. Et là, on va passer dans un flow. D'où je viens? Je viens potentiellement d'un mail de rappel, de Google, un lien partagé ou la page d'accueil d'une application. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur de la page? Quelle est mon action, l'action de l'utilisateur, celui qu'on vise? Eh bien, ce serait potentiellement d'avoir des informations de l'événement, donc l'horaire, le lieu, le programme. Je veux pouvoir activer un rappel, je veux consulter la map, et par exemple, je veux contacter les organisateurs via message texte. Ça, c'est le client qui le remplit.
c'est les participants. Et en fait, en faisant ça autour de la user story, on vient la spécifier. Et donc nous, ça nous donne des billes pour construire l'innovation derrière, avec l'aide de ce client qui va spécifier naturellement comme ça les user stories. Derrière, qu'est-ce que me retourne le système, donc en l'occurrence Meetup? Un événement potentiellement dans mon calendrier, une notification sur l'app et par mail de l'organisateur qui a répondu à mon message. Et à la fin, où est-ce que je vais? Où est-ce que l'application me dirige? Elle me dirige sur mon outil GPS favori pour afficher le trajet, elle me dirige dans le calendrier pour que je vois mon événement qui a bien été ajouté, etc. Et donc en faisant ce canevas-là sur les user stories qu'on aura prises comme indispensables lors des étapes précédentes, on va pouvoir spécifier naturellement tout ça et avoir le plus d'informations possible sur ce que veut notre client. Et enfin, donc la dernière étape, l'avant-dernière pardon, c'est prototyper. Et cette fois-ci, on va s'outiller largement avec plein d'outils pour prototyper ça. La problématique que je l'avais relevée tout à l'heure en début de presse, c'était que les maquettes lors de l'atelier prototypé avec la méthode originale Sprint, c'est que souvent, ça peut être assez frustrant de finir les ateliers avec des maquettes papier-crayon. Avec certains clients, ce sera superbe parce qu'ils ont une culture applicative, une culture web, et ça ira nickel. Mais avec d'autres qui n'ont pas du tout de base d'ergonomie, etc., ça peut être très difficile de maqueter et à la fin, ça devient même limite un petit cours du UX/UI et c'est souvent même finalement les designers, et en l'occurrence, il y en a, en tout cas pour nous, il y en a qu'un dans les ateliers et à la fin, en fait, tout repose sur ses épaules. Et les autres vaquent à leurs occupations. Donc du coup, on s'est dit, on va juste réaliser l'arborescence et potentiellement, dans certains cas, un modèle conceptuel de données, je vais vous expliquer juste après, mais avec le client. Et en fait, le reste du temps, avant l'atelier testé, qui sera le dernier, eh bien c'est nous, chez nous, on va réaliser des maquettes et on va les réaliser de manière à ce que ce soit des maquettes haute fidélité. Pourquoi ? Je vais vous expliquer juste après. En attendant, je vous parle de mes outils sur l'arborescence et le modèle conceptuel de données. Donc l'arborescence, franchement, il y a plein de choses. Vous pouvez aller voir. J'en ai mis quelques-uns ici à l'écran. Donc c'est Whimsical, c'est super, je vous en parle juste après. MindNode pour du mind map, Xmind, Miro. Il y a énormément d'outils en ligne qui sont géniaux et qui sont vraiment utiles pour faire tout ce que vous voulez pendant les ateliers. Et c'est des outils pratiques d'ailleurs. Je vais vous montrer. Donc, Whimsical, c'est ça. Franchement, c'est mon best, c'est mon favori en ce moment. Je vous conseille d'aller tester. Vous pouvez faire des flowcharts ultra simplement. Et pourquoi je dis ultra simplement? Parce que c'est très difficile de faire des flowcharts en live pendant les ateliers. En tout cas, les nôtres, parce qu'on les fait très rapidement, nos ateliers. On n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, il nous faut un outil super simple et comme ça, on peut organiser les éléments. Whimsical, c'est excellent. Vous pouvez faire du flowchart, du wireframe, des sticky notes pour faire un peu de Kanban, etc. Et surtout le mind map aussi, qui est excellent. Mind map, ça se représente un peu comme ça, c'est pas trop clair, ça va. Bon, vous connaissez de toute façon mind map, hein, mais c'est super pratique, c'est ultra intuitif, donc vous pouvez tout faire en live. Pareil pour ce qui est des macro-étapes potentiellement. Dans l'atelier numéro 1, comprendre, on peut réaliser les macro-étapes. Je vous ai fait un petit gif parce que pour vous montrer à quel point c'est simple, il met automatiquement les flèches, etc. Donc tout ça, ça peut se faire en live. Et derrière, vous pouvez arriver à un résultat un petit peu comme ça, sur un flow qui est super riche. Alors en fait, on ne voit pas sur l'écran là, mais de toute façon, les slides seront à votre disposition à la fin du talk. Mais il y a plein de flèches, hein, il y a plein de chemins. Et tout ça, vous pouvez faire un truc ultra complet, ultra badass. Pour la dernière partie, c'est l'atelier testé. Et donc cette fois-ci, on va faire les tests avec des utilisateurs finaux. Donc au-delà de nos clients qui sont avec nous et qui participent avec nous, là, on va convier des utilisateurs finaux. Pour ça, moi je réalise des maquettes en noir et blanc. Ultra important de mettre des maquettes en noir et blanc parce que ce que l'on veut faire, dans notre cas, c'est de valider l'aspect fonctionnel de notre innovation, de notre application. L'aspect fonctionnel, donc pas l'aspect esthétique. Donc pour éviter tous les retours du « Ah, moi le violet, je déteste ça, je trouve ça dégueulasse », et bien nous, en fait, on met tout en noir
et blanc et on teste le fonctionnel. Bon, ça a du sens. Les outils qu'on peut utiliser, Sketch, Figma, Adobe XD, Studio, Framer, il y en a une flopée, je vous ai mis les principaux. Moi j'adore Sketch. Anto, toi t'adores Adobe XD, ok, hein, mais bon, ouais, ça n'empêche pas qu'on est copains. On se souvient et la partie dynamisation juste derrière. Et donc c'est pareil, ça on passe dans des outils comme InVision, c'est l'outil que j'utilise, Marvel, Figma, Adobe XD, Sketch Cloud. D'ailleurs Marvel, pour les tests utilisateurs, ils ont sorti une nouvelle feature, je pense, il n'y a pas très longtemps, qui est la vision... l'enregistrement en live de l'usage de leur maquette. Et c'est génial, ça apporte énormément d'informations. Donc pour vous montrer un petit peu tout ça, on a une application ici, je fais ça dans Sketch, il y a tous les liens dynamiques, et là ce que je vous montre c'est une maquette haute fidélité. Ce que j'appelle haute fidélité, c'est que la taille des éléments, la position, la taille du texte, les boutons, etc., tout ça c'est déjà étudié, même l'iconographie. Ce que l'on ne va pas mettre, c'est simplement de la couleur et des images. C'est tout. Et comme ça, on peut tester le fonctionnel. La navigation, ça se teste très bien avec la dynamisation. Je vous montre ça juste ici. On a des liens un peu partout. Tac, et donc ça, l'utilisateur, il est en test en live, etc. Et ça, c'est génial pour recueillir un petit peu les avis. Ce qui est différent par rapport à la méthode originale, c'est que là, on n'a pas la version papier des maquettes, etc., qui pourrait être un peu frustrante dans certains cadres. J'ai déjà vécu des ateliers où c'était assez frustrant à la fin. On avait taffé 5 jours comme des dingues et à la fin, finalement, on a une petite maquette papier qui n'était pas tout à fait finalisée. Alors que là, nous, on se donne le temps de réaliser les maquettes en dehors des ateliers, de notre côté, pendant plusieurs jours, et on fait des maquettes haute fidélité. Voilà pour l'enchaînement de mes 5 ateliers. Est-ce que vous avez des questions? Sur chaque étape, t'as qui comme personne en fait? Alors, sur chaque étape, on a toujours le porteur de projet. Ça, c'est indispensable, évidemment. Sur les... Voilà, je suis un vampire. Waouh. On a, donc, comme je te disais, le porteur de projet. On invite aussi un utilisateur potentiel final dans l'atelier comprendre, le premier. Un seul ou t'as différents personnages dedans? Plusieurs. Plusieurs, ouais. On peut avoir plusieurs. Franchement, ça dépendra aussi du cadre et du contexte de l'innovation qui est concernée par les ateliers. Mais quand c'est des sujets ultra complexes, on a eu une start-up avec un sujet légal, d'administration légale française, etc. Et là, il y avait besoin d'avoir des personnes qui travaillent dans des associations, etc. Et pour avoir des réponses, tout simplement, parce que même notre client qui porte une innovation, il n'a pas toutes les réponses. Et donc là, on a convié des personnes qui étaient qualifiées. Et on les a confiées dès l'atelier Comprendre. Pour que justement l'atelier Comprendre, le but du jeu c'est de comprendre évidemment, c'était d'avoir des réponses à plein de questions. Et de savoir tout de suite si l'innovation qui est portée par le porteur de projet est viable, si c'est pérenne, ou si en fait c'est voué à se planter. Et en fait, grâce à la méthode vise à ça. C'est qu'à la fin, on teste aux utilisateurs et des fois, on a déjà eu l'utilisateur à la fin il dit en fait c'est bien votre outil, c'est génial, j'adore ça, sauf qu'en fait je perds du temps. Et vous savez combien de temps moi le temps je le facture? Moi là, ce que vous me faites, c'est rajouter 10 minutes par dossier. Je traite 100 dossiers à la semaine, et en fait, les 10 minutes par dossier, là, ça coûte une blinde et je peux pas me le permettre. Et donc, le porteur de projet devant, en fait, il se dit, mais what? En fait, toutes les études qu'ils avaient fait avant, les études de terrain, etc., elles étaient fausses. Donc, on essaye de faire entrer certains clients finaux dans certains contextes, dans l'atelier Comprendre le premier, pour savoir. Ouais. Effectivement, au départ, on l'avait commencé en ONI, et on avait déjà suffisamment écouté pour se dire, voilà, les sacrifices qui étaient nécessaires. Ouais. Les sacrifices, ils sont ultra nombreux, largement on le reconnaît. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de faire quelque chose qui soit plus flexible et adapté à nos clients et à la plupart, en tout cas, nous, notre côté, c'est d'aider le maximum de startups. Et on fait aussi la méthode de sprint avec des grands groupes, et on utilise la même méthode. Des fois, pour certains grands groupes, on augmente quand même, on fait nos 5 jours.
on les fait quand même on fait des gros ateliers, on les fait de manière plus conséquente. Mais pour la plupart, franchement, pour la majorité, c'est 90% de du service Design Sprint, on fait donc en 2 jours et demi avec le client. Les sacrifices, ils sont nombreux, hein. De toute façon, c'est tous les points que j'ai pas pu forcément évoquer avec vous et qui sont dans le bouquin. Je vous invite à lire. Mais en attendant, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire en sorte que ce soit générateur le plus de valeur possible. C'est qu'à la fin, pour notre client final, lui, il va avoir, et je vous en ai pas parlé après l'atelier prototypé, mais il va avoir les maquettes fonctionnelles et dynamiques. Et ça, il va pouvoir aller chercher de l'argent avec ça, parce qu'il va pouvoir convaincre un peu mieux. Il ressort aussi avec, je vous en ai pas parlé parce que c'est très business, mais avec un backlog des fonctionnalités qu'on aura évoquées et priorisées, et un backlog chiffré. Et donc, il va un backlog chiffré pour le développement de l'appli. Parce que nous, comme on fait le développement derrière, on lui donne un backlog complet avec le temps nécessaire à la réalisation de la version MVP qu'on vient de lui pondre. Par rapport à ça, j'ai une question justement. Oui. Vous faites intervenir des développeurs dans les ateliers. Ah oui. Ouais. Une des critiques Ouais. de la méthode Sprint Design, c'est l'avantage de travailler. Ouais. De faire du pair design avec le développement. Super, bah, excellent, parce qu'en fait ça a été notre sujet de l'année dernière. C'était de faire intervenir le développeur pendant l'étape et pendant les premières étapes. On a testé la première fois, on a fait intervenir un développeur de chez nous dans l'atelier prototypé. Et je vous ai parlé tout à l'heure dans prototypé du MCD, le modèle conceptuel de données. C'est ultra technique, c'est juste la représentation de la base de données en fait. Mais dans certains cas, c'est ultra nécessaire pour vérifier la viabilité et en fait rendre compréhensible toute la complexité de la masse d'informations qu'on a. On fait appel au développeur et lui, il va nous dire aussi oui, ça a du sens, là on va faire un truc, ce sera polymorphe, des trucs ultra techniques que même moi je comprends rien, c'est polymorphe. Et en fait, oui, on le fait intervenir. Et récemment, du coup, maintenant, on fait intervenir beaucoup plus fréquemment le développeur dès l'atelier comprendre, et dans le cadre où on a des situations, des sujets complexes, on le fait intervenir sur tous les ateliers avec nous. Donc on est 3 en atelier. Mais ça, on est obligé du coup de facturer aussi au client. Et dans le cas où le client a son... Ah oui, pas de problème, hein. Il y en a plein, il y a plein de développeurs qui sont en fait avec la startup, etc. parce qu'ils vont développer en interne toute la partie back-office, etc. Bah, ils sont avec nous largement. Hein. Ah, dans tous les ateliers. Hein. Et puis justement, on insiste. Hein. S'ils ont une équipe, alors là, il faut qu'ils soient avec nous. Ah oui, c'est super important. Ouais. Sur la phase de Diverger, ouais. je me demandais si vous avez essayé une outil qui s'appelle l'Impact. Non. Ça me dit rien. Ouais, on en parle après parce que des fois aussi, il y a des trucs que j'ai déjà fait mais qui n'avaient pas ce nom-là. Donc, bon, on en parle juste après. C'est possible. Oui. Sur la page Diverger, tu as dit qu'il fallait pas les user stories, tout de contrôle. Et du coup, un dev dans... Non, parce qu'en fait, on conditionne tout de suite les gens. Hein. Déjà, dès le départ des ateliers, déjà, on institue tout ce qui est tutoiement, etc. On vient écraser toutes les positions sociales, hiérarchiques ou quoi de la société avec qui on travaille. Je me rappelle, j'avais été dans une entreprise familiale où quand je suis rentré dans l'atelier, ils étaient très nombreux. Il y avait le directeur en bout de table, les adjoints, tu vois, les bras droits, ensuite les salariés et tout, et à la fin de la table, les secrétaires, lambda, machin, là, les sous-fifs. On est arrivé, on a dit, bah c'est simple, tout le monde se lève, allez hop, on tourne, etc. Et puis à un moment, je fais, clac, on s'assoit. On était tout mélangés, et je me suis retourné vers le directeur, et puis je l'ai appelé par son prénom, et je fais, est-ce qu'on peut commencer? Et alors là, je peux te dire qu'il m'a jugé, le gars. Mais à la fin, ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Vas-y, continue. Ah oui, sur la version 2 du bouquin. Ouais, je t'avoue, je ne l'ai pas lu du coup parce que je me suis occupé de ma version, enfin de notre version qu'on améliore au fur et à mesure. Mais tu as raison, je devrais largement me mettre à jour. Ouais. Je promets de le lire en plus, hein, parce que GKNAP il est super. Oui. Effectivement, il y a différentes étapes. Et est-ce que pour toi, tu peux copier cette étape-là, elle doit être constituée à une autre? Elle doit être
continue. Enfin, je veux dire, il vaut mieux pas laisser passer 2 semaines entre 2 étapes. Ah ouais. Ah oui, oui. En fait, on essaye de... Ouais, je suis super excité. En fait, ouais, on essaye de ne pas faire dépasser trop de temps, etc. Le problème, il vient d'être tout juste... Enfin, comment dire, je viens d'avoir le problème, là, avec les grèves de transport, etc. On avait un client parisien, on a dû décoller tous nos trucs, etc. Bah, tu sais, pour te remettre dans le bain, c'est super dur. Donc, oui, je ne respecte pas la méthode des 5 jours à enchaîner. Cependant, on essaye de les enchaîner quand même. On essaye de faire 3 ateliers dans la semaine quand même. Les 3 ateliers d'une demi-journée. Et on travaille entre les deux. Mais c'est, voilà, évidemment, des problématiques calendaires. Mais c'est cette problématique qui tout de suite nous a bloqué dans la mise en place du sprint. Parce qu'on a dit, bah, déjà, il nous faut 5 jours. Avec 2 personnes de chez nous, donc ça vous coûte temps, et puis il faut faire ça du lundi au vendredi. Le mec il m'a regardé, il m'a dit bah non, désolé, moi et mon équipe, on a des tâches à faire, des tasks, donc c'est impossible quoi, puis t'as vu le prix de ton délire. Donc voilà. En fait, je caricature, mais c'est pour dire que la plupart, il y a beaucoup de clients à nous, en tout cas ce sont des startups, ils n'ont pas des moyens énormes à mettre dans la partie conception, ils voudraient développer leur putain de produit. Donc, il faut qu'on puisse répondre à cette demande. J'adore vous. On va 30 ans, il n'aura plus. Oui, vas-y. Vous avez gardé le rôle de facilitateur. Ah ouais, bien sûr. On est quelqu'un qui prend pas, qui prend pas part au projet, qui est juste là pour organiser. Exactement. En fait, si je l'ai pas dit, c'est une grosse erreur. Ça devait être l'intro du délire. Donc, bien sûr, j'ai pas assez répété. Mais dans toutes les étapes, on est 2 minimum. Un designer, un facilitateur. Le facilitateur, il va être le gardien du temps. Nous, on en a largement besoin parce qu'en une demi-journée, sans utiliser tous les outils potentiels de la méthode originale, il faut être quand même ultra efficace. Ça n'empêche pas qu'on travaille à côté. L'expérience map, on la dessine, dans la plupart des cas, on la dessine après coup. Mais on va faire le maximum avec notre client, et pour ça, le facilitateur, gardien du temps, etc., il est là, il a énormément de notions en design, il a aussi pas mal de notions techniques, et donc il oriente un petit peu, mais voilà, il se laisse tranquillement, il a son rôle d'animateur, dans toutes les étapes. D'autres questions? Oui. Vous avez essayé à distance. Attends, qu'est-ce qu'on a fait à distance? En plus, récemment, j'ai fait ça. Non, mais c'est un peu... Enfin, laisse tomber. Non. Non, c'est trop dur. Tu veux faire des ateliers ludiques. Tu veux faire des ateliers qui changent le quotidien de ces personnes-là parce que la méthode, elle est faite comme ça. On va pas s'amuser à faire un Skype qui a déconné, qui va frustrer tout le monde. La plupart, ils ont juste envie de pisser et se dégager. Donc, non, c'est de la merde, c'est le bordel. Il faut que ce soit du présentiel. Pour moi, c'est indispensable. C'est un petit peu brut de décoffrage, vous avez remarqué, mais je suis pas méchant. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une question. Avant de démarrer Ouais, un temps de préparation en amont des ateliers. Oui, alors en effet, il y a la phase un petit peu d'avant-vente, etc. On rencontre la première fois le client. En fait, la première phase avant de commencer le travail, c'est qu'on s'assure que notre client il a déjà des bases solides. Est-ce que c'est juste une idée d'un start-upper qui veut tout juste se faire incuber, mais qui n'est pas encore pris en mode d'incubation quelque part, etc. Et qu'il n'a pas fait forcément toute l'étude de marché nécessaire? Ça, tout de suite, on détecte dans l'entretien. En fait, nous, notre but du jeu, c'est pas de coincer les startups, leur vendre un truc à tout prix. Hein. Ah non, justement, nous, ce qu'on veut, c'est le succès de l'entreprise. Donc, et pareil, c'était au mois de novembre, on a reçu un jeune, super, mais il avait une idée excellente. Et mais par contre, il n'était pas accompagné, il n'avait pas fait d'études de marché, etc. Pour lui, l'argent, c'était pas un problème, il n'y avait papa qui a des yachts et tout partout. Mais je dis ça, c'est parce que, attention, hein, les mecs, ils arrivent et disent, moi, j'ai de l'argent, je veux travailler et tout.
Je veux faire le produit. Mais oui, mais non, enfin ton produit, tu l'as pas assez développé, dessiné. Moi, ce que je vais te dire, écoute, tu vas aller tout de suite en face, Euratechnologie, tu présentes un projet solide, tu fais une étude de marché, tu te fais incuber, tu reviens toquer chez nous. Parce que tu as besoin d'un guide. Nous, on n'est pas des créateurs de business model, etc. Donc il faut que nos clients, ils arrivent avec quand même du contenu, du travail. Il faut du travail. On ne va pas assumer le reste. Si j'avais la recette pour créer des business models, je ne serais pas ici. Hein. Entre nous... Ouais, c'est compliqué, ta question est compliquée, donc à quel moment je vais trouver que le modèle est viable ou pas. Déjà, d'une, la méthode est faite pour le vérifier, déjà d'une, que le modèle est viable, et après, c'est sur l'expérience, donc nous on en parle bien sûr en interne, des projets qui viennent nous voir, on étudie les matériaux qu'ils nous donnent, donc un petit peu leur étude, leur cahier des charges. Donc déjà dès le départ ils arrivent souvent avec un cahier des charges de 50 pages. Quand on leur dit que malheureusement on va le prendre et on va tout remettre à plat et on va refaire ça dans les étapes, bon déjà ils ont passé 6 mois là-dessus, ils sont un petit peu dès qu'on leur dit ça. Mais en tout cas on l'étudie pour voir en fait s'ils sont allés au bout des choses. Et là c'est l'expérience qui va primer. C'est soit on détecte tout de suite, et on en a déjà eu, on a déjà détecté des trucs en disant « ouais mais là il y a un souci », ou sinon on le fait les ateliers et tout de suite on vient intégrer des personnes qui sont un petit peu fâcheuses pour eux. Donc par exemple dans le workflow, on se disait sur un des projets, par exemple là tu veux faire ça, tu veux donner cette fonctionnalité là à tes clients, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? On se posait la question. Alors déjà c'est pas notre métier, c'est le métier de ce porteur de projet et qui nous dit ouais c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. On n'en était pas sûr. Du coup on a invité en fait son potentiel client dans les ateliers tout de suite. Là t'inquiète, ça a été tout mis tout a été posé sur la table et on a pivoté dès le premier atelier comprendre. Les mecs ils ont dit stop, on déprogramme les autres ateliers, on fait une itération de notre côté pour rééquilibrer, pivoter sur le business model, sur les fonctionnalités qu'on veut donner au client. Et les gars, pour donner l'anecdote, ils l'ont fait 3 fois. Et nous, on ne peut pas forcément se dire bah oui, tout ce que tu es en train de me dire, j'ai pas la science infuse, je connais pas le métier, je peux pas savoir tout de suite en disant ah non, ça va jamais être utilisé, j'ai pas la prétention de dire ton métier, moi je le connais à fond, les clients ils veulent pas ça. C'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle. Et du coup, on essaye de les amener à ces constats très rapidement. C'est un peu la promesse qu'on voit des lignes. Ouais. Effectivement, de pouvoir valider qu'effectivement, il connaît bien son marché. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il va gagner c'est ça, mais en fait, déjà, le Lean Business Model Canva les fait énormément douter dès le départ. Souvent, ils en ont fait déjà. C'est que nous, on pose les questions pour le remplir avec eux, on le refait en fait. Et du coup, en fait, ils abordent le Lean Business Model Canva dans un autre angle. Et déjà, ils changent ce qu'ils ont écrit dans le leur. Et ils se rendent compte d'eux-mêmes que c'est pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. Mais du coup, ça les intéresse largement. Ils se disent ah mais en fait, c'était évident. Parce que nous, on essaye de poser les meilleures questions possibles. Alors, je m'améliore le plus possible pour poser les bonnes questions jour après jour et avoir plus d'expérience. Mais on arrive à détecter un petit peu les segments clients, les problématiques, les solutions. Et alors, la fameuse unfair advantage, qui est donc l'avantage concurrentiel déloyal, eux, ils ont sauté souvent la case. Ah bon, il faut la remplir, et il faut trouver quelque chose. Et parce que des fois, les mecs qui veulent s'insérer sur le marché, il y a 50 concurrents qui sont bien en place, ça va être dur. Et en fait, on leur fait comprendre ça, parce que derrière le premier atelier, on fait souvent un benchmark de notre côté, savoir ce qui se fait, etc. Et on leur dit, vous avez vu ce site-là? Oh, je ne savais pas qu'ils avaient fait un truc comme ça. Ouais, c'est pareil que ce que tu veux faire. Ah ouais, c'est un peu chaud. Donc, l'avantage concurrentiel déloyal, super important.
Avant, pas, enfin un petit peu oui quand même, mais c'est surtout après le premier atelier, le comprendre, parce que là on va vraiment essayer de s'approprier le métier, de comprendre le métier, c'est le but du jeu, hein, c'est le but de l'atelier comprendre le métier, comprendre le client, se mettre à la peau des personas qu'on a identifiés, le segment client, les early adopters, et là on comprend déjà mieux ce qu'ils veulent, et là on commence à chercher, on commence à faire un benchmark. Et là, on a des idées déjà un peu plus claires. On a eu vraiment beaucoup, tout cas. Le cas où c'est à la fin, c'est un échec. À la fin, les utilisateurs finaux, lors du test, ils disent « Ouais, c'est bien votre truc, mais moi, ça me fait perdre un temps phénoménal. » Je peux te dire que les gars, ils sont dégoûtés, mais je peux t'affirmer qu'ils sont quand même contents d'avoir fait le sprint, pour découvrir que toutes leurs affirmations, leurs hypothèses de départ étaient en fait fausses. Parce que normalement, ils auraient été développés le produit, hein. Et puis ils se seraient plantés, puis ça aurait coûté plus cher. Et après, on a eu les cas où, pendant le design sprint, on pivote. Récemment, là c'était il y a 3 semaines. Là. Les mecs, ils ont pivoté en tout 3 fois. Oui, Anthony? Vous mettez combien de temps pour produire ces écrans? Ouais, en fait, on a une enveloppe de temps qui est de 5 jours. On donne 5 jours aux designers pour travailler les maquettes. On assure, comment on fait dans notre proposition, je crois qu'on assure un nombre minimum d'écrans, mais tout est relatif, quoi. C'est que des pop-up, enfin, je veux dire, c'est pas forcément des gros écrans. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on donne une charge globale du produit qu'on veut mettre en place. On donne 5 jours aux designers pour faire. Et là, Sketch, InVision et compagnie, on essaye de faire un truc vraiment le plus qualitatif possible pour tester sur des devices. Là, on peut faire les tests plus facilement à distance, etc. On l'a déjà fait. Et voilà. Merci Teddy. Merci beaucoup. Donc vous pouvez retrouver Teddy au bar, au fond, avec une petite bière, si vous avez des questions un peu plus précises ou pointues. Comme Teddy, c'est l'apéro. On peut prendre les dernières bières ensemble pour ceux qui ont des questions avec les quelques speakers pour networker. Merci à tous. N'oubliez pas le feedback wall si pour vous il y a des choses à améliorer. Et j'espère que vous avez tous appris un petit truc ce soir, tout au moins. Merci, merci. Merci Teddy. Merci. C'était super intéressant. Cool, merci. Les clients qui pivotent. Là, c'était